La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Alors, notre invité de ce matin, professeur Wolo Komi. Encore une fois, bonjour. Bonjour, Joché. Vous êtes secrétaire national du Pacte socialiste pour le renouveau. Comment se porte votre parti? Le parti se porte bien. Nous continuons nos activités. Mais je le dis très souvent, et dès lors que notre pays a des difficultés et que l'objectif pour lequel nous sommes engagés n'est pas encore atteint, et nous estimons que nous n'en sommes pas très fiers et que le parti va bien, mais on aurait souhaité quand même que le pays aille mieux. C'est quand le pays ira mieux que le parti se sortira encore mieux. Et si le pays doit aller mieux, il faudrait quand même que les populations se portent également bien. Évidemment. Alors, au niveau des structures sanitaires, c'est la croix et la bannière pour les Togolais aujourd'hui de se faire soigner. Vous avez eu à écouter quelques-uns ce matin, réaction? Vous savez, c'est la conséquence de la situation politique de notre pays. Vous êtes mieux placé et ce sont des situations que nous avons toujours déplorées. Nous le disons régulièrement. Et je suis heureux aujourd'hui que le ministre même de la Santé le reconnaisse clairement. Oui. Quand nous le disons, et c'est comme si nous étions en train de dramatiser les choses. Et pourquoi en sommes-nous arrivés là? Regardez les nombreux scandales relativement au financement des hôpitaux. Les journalistes ont rapporté ces éléments. Et quand dans un pays, il n'y a pas une transparence dans la gestion, quand dans un pays, et les gens peuvent s'enrichir sur le dos de l'État, on en arrive forcément à ces situations. Et vous voyez, si vous allez vous vérifier les comptes de ceux-là qui nous dirigent, leur fortune, vous vous rendrez compte que si cela n'était pas si riche, nos hôpitaux seraient mieux pourvus. En réalité, ce sont des ressources qui existent et qui doivent faire l'objet d'une gestion rationnelle. Les ressources sont forcément limitées. Dès lors qu'on détourne une partie de ces ressources, bien évidemment, nous aurons des difficultés. Et c'est justement pour cette raison qu'il faudrait travailler à la transparence, travailler aux réformes pour que notre pays soit géré conformément aux principes démocratiques. Oui, mais quand même, professeur, on sait bien dans ce pays, il y avait une commission anticorruption. Dieu seul sait si cette commission travaille encore. Récemment, le chef de l'État a fait voter quand même un projet ou bien une loi à l'Assemblée nationale où une institution va aussi traquer ceux qui sont les corrupteurs et ceux qui sont corrompus également. Vous m'excuserez de le dire, commençons par le chef de l'État lui-même, qu'il puisse nous déclarer sa fortune d'entrée et sa fortune de sortie. Comme ça, nous saurons quelle est sa situation. Mais comment voulez-vous la Constitution? La Constitution le prévoit. Que le chef de l'État déclare ses biens. Il n'est pas seul, ils sont nombreux dedans. Les membres du gouvernement, les responsables de certains établissements publics doivent pouvoir le déclarer. La Constitution le dit. Et vous savez, il y a des situations dans lesquelles on dirait que c'est votre comportement qui constitue le message. Quand vous-même vous soumettez à la loi, vous pouvez frapper ceux qui ne se soumettent pas à la loi. Quand vous ne vous soumettez pas à la loi, bien évidemment, vous donnez le mauvais exemple. Et pour toutes ces raisons, je dis au chef de l'État, on peut multiplier les lois. Ça ne servirait à rien s'il n'y a pas la volonté politique sincère. Et les faits nous démontrent que le chef de l'État n'a pas la volonté politique nécessaire. Regardez, il l'a dit, et on le répète régulièrement, c'est une minorité qui s'accapare les biens de l'État. Un gouverneur ou un président ne dénonce pas, il agit. Quand vous vous rendez compte de ces situations, vous dites, que doit-on faire? Et vous agissez. Mais je ne suis pas peut-être le mieux placé, vous les journalistes, vous êtes très bien placés par rapport à ces fuites de capitaux. Vous vous rendez compte régulièrement par rapport à la fortune de ceux qui ont servi l'État. Vous vous rendez compte régulièrement de ces situations. Qu'est-ce qui a été fait? Et si cela n'est pas fait, et bien évidemment, qu'on nous dit que dans les hôpitaux, on n'a pas les moyens, mais cela n'est pas étonnant, c'est tout à fait naturel qu'on en arrive à ces situations. C'est le résultat de la gestion de ce pays tel qu'il a été mené depuis des décennies. Il n'y a pas de magie. Mais quelle alternative peut-être pour le chef de l'État, comme il n'est pas totalement très décidé à frapper fort, afin qu'au moins on puisse arrêter un peu cette hémorragie? De deux choses l'une, ou bien il veut agir et il agit conformément aux principes démocratiques, ou qu'il s'en aille. Il est en train de détruire le pays. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Il est en train de détruire le pays. Et il est souhaitable qu'il contribue lui-même à ce changement.
pour que nous puissions continuer. Mais si on ne le fait pas, tout est question de temps. Un jour, cela se fera contre lui. Cela voudrait dire qu'il arrivera un moment où la population débordée agira d'une certaine façon, personne n'aura le contrôle. Et c'est ce qu'il faut faire pour éviter. Et c'est ce qu'il faut éviter, en arriver à la situation où eux-mêmes sont auteurs de ce changement. Le changement n'est pas un slogan, c'est un comportement, en réalité. Mais aujourd'hui, ils font du changement un slogan. Ils parlent de la corruption, ils parlent des lois. Et ces lois qui existent déjà, ils ne les appliquent pas. Comment pourrions-nous faire confiance à une telle équipe? Ce n'est pas possible. Et ce que nous disons, nous le dirons dans l'intérêt ou bien contre personne. La situation des hôpitaux qui a été décrite actuellement, est-ce qu'on fait une distinction entre les militants de l'opposition et les militants donc du parti au pouvoir? Pas du tout. Oui. La misère ne fait pas de distinction. Quand vous allez à l'hôpital, vous ne montrez pas d'abord votre carte de parti politique. Non. On vous traite tous de la même façon. Raison pour laquelle même les militants de ce parti doivent comprendre que notre lutte est salutaire pour tout le peuple togolais. Ce n'est pas une lutte de l'opposition, c'est une lutte pour tous les Togolais. Afin que les choses changent surtout dans les structures sanitaires, mais l'accueil est très déploré et beaucoup de choses constituent des maux qui minent également le secteur de la santé publique. Mais le professeur était face aux députés récemment et leur a vanté les mérites donc de la nouvelle approche contractuelle. Est-ce que ça peut quand même constituer la panacée? Et ce n'est pas la gestion, si vous voulez, la privatisation de la gestion qui nous apportera davantage de moyens. Est-ce que les moyens nécessaires ont été donc mis à la disposition de ces hôpitaux? Si les moyens, pardon? Certainement, puisque les députés, c'est eux qui votent les Non, je voudrais dire, non, les députés peuvent voter le budget, mais bien évidemment. Sans qu'un moyen conséquent ne soit alloué. Effectivement. Et ce que je suis en train de vous dire, les ressources sont forcément limitées. Et si nous avons comme ressources 100 francs, et que sur les 100 francs, déjà 30 francs ou même 40 francs vont dans les poches de quelqu'un, cela voudrait dire qu'on ne peut répartir que 60 francs dont nous disposons. Et qu'est-ce qu'on fait pour que les 40 francs n'aillent plus dans les poches des privés ou bien des particuliers, de ceux qui devraient servir l'État, et que nous ayons les 100 francs à gérer? Et maintenant, quand nous aurons les 100 francs à gérer, il faut les gérer aussi de manière rationnelle, savoir quelles sont nos priorités et pouvoir faire des affectations, et je crois, adéquates. Voilà, CAP 2015 poursuit toujours sa méthode, la sensibilisation, les tournées. Vous étiez à Vaughan samedi. Professeur, vous faisiez partie de la délégation. Quel était le message réel que vous avez délivré aux populations? Vous savez, la présidente a eu déjà donné les grandes lignes, et ça tournait d'abord autour des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Nous avons également parlé de la décentralisation et des élections locales. Nous avons rendu compte de ce qui s'est passé lors des élections présidentielles, mais aussi la lettre épiscopale. Nous avons fait écho de cette lettre, parce qu'en réalité, cette lettre rejoignait totalement, entièrement ce que nous avons toujours dit. Mais puisque nous étions des politiques, on pourrait penser que ce sont des comportements ou des affirmations partisanes. Aujourd'hui, ceux qui constituent cette autorité morale prennent position et nous disent clairement que ça va mal dans notre pays. Et ils nous disent aussi que ça va mal parce que nous en sommes responsables. Nous en sommes responsables en ce sens que ce sont aussi les Togolais qui ont laissé durer cette situation. Quand vous prenez le régime en place, nous décrions ce qu'il a eu à faire. Qui sont ceux qui animent ce régime? Ce sont les Togolais. Et aujourd'hui, ces évêques qui font l'analyse de la situation depuis l'indépendance et ce que nous vivons aujourd'hui nous appellent à une sorte de responsabilité. La responsabilité de chacun. Nous ne pouvons pas dire « Ah, moi je ne peux rien », non. Si l'indifférence est parfois coupable. Et je crois que nous en sommes arrivés à cette situation où cette indifférence est coupable. Nous devons nous lever, nous devons agir. Et je crois que ce message est adressé à tous les Togolais, y compris le chef de l'État
il est temps de changer. Oui, mais en tout cas, samedi, le président national de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, il disait donc aux chefs cantons qu'ils se doivent d'avoir donc ce document et le lire et également disséminer cela au sein des populations de leur ressort. Et je pense bien que c'est un signal. Vous donnez donc à ces chefs de pouvoir éduquer d'une manière ou d'une autre les populations à s'approprier le document que les chefs et les évêques ont publié. Effectivement. Et je crois que les évêques ne l'ont pas publié pour que cela reste une lettre morte. Et comme on le dit, il ne suffit pas d'écouter la parole et de ne pas la pratiquer. Quand on écoute, il faut la pratiquer. Et ce que les évêques ont eu à dire, et à mon sens, ils n'ont fait que prêcher l'évangile. En d'autres termes, et il y a la vérité. Et la vérité, bien évidemment, il faut pouvoir la dire telle qu'elle est. Et ils n'ont fait que dire ce qui est la vérité dans notre pays par rapport aux principes qui gouvernent l'Église. Parce que on ne peut pas avoir une double personnalité pour dire que je suis chrétien, mais quand je suis en politique, je renonce au principe du christianisme. Non, ce n'est pas possible. On est chrétien ou on ne l'est pas. Dans ces conditions, quand vous êtes chrétien et en politique, vous renoncez au principe chrétien, cela voudrait dire que vous n'êtes plus un chrétien. Et je crois que c'est ce message que nous devons comprendre pour dire qu'il n'y a pas un cadre de la vie de la société où il faut mettre en valeur ou bien mettre en pratique les valeurs fondamentales ou sur un autre aspect de la vie où il faut négliger totalement ces valeurs. Nous formons un tout. Et il faudrait donc en être conscient. Oui, lors des échanges entre certains militants ou disons c'est la population des gens qui étaient venus vous écouter samedi, deux disaient, ils faisaient la conversation et l'un disait, mais il faut véritablement qu'on change le premier responsable du pays et tout va bien marcher dans le pays. Alors, professeur, est-ce que l'alternance aussitôt arrivée, tout sera meilleur ou je ne sais pas, très très bien dans le pays? Loin s'en faut. Il faudrait savoir que c'est une lutte permanente. Moi, je le dis, et si l'opposition venait à prendre le pouvoir un jour, et que celui d'entre nous qui sera au pouvoir se comporte comme ceux qui sont actuellement au pouvoir, le lendemain, je deviendrai leur opposant. C'est une certitude absolue. Cela voudrait dire que ce sont des questions de comportement, ce sont des questions de valeurs. Et je crois que ces valeurs que nous incarnons au sein de cette opposition, nous le disons, nous le répétons, et quand nous viendrons au pouvoir, bien évidemment, il faut mettre en pratique ces valeurs. Et c'est justement pour cette raison que la nécessité des élections transparentes apparaît comme une évidence. Parce que quand vous venez, vous ne respectez pas la population. Vous venez, vous ne respectez pas les principes démocratiques. Il faudrait qu'aux prochaines élections, on puisse vous balayer. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où cela n'est pas possible. Pour la simple raison que ces élections sont même truquées. Pour la simple raison que les institutions ont été en quelque sorte embrigadées. Pour la simple raison que nous sommes avec des gens qui nous gouvernent et qui ne croient pas aux valeurs démocratiques. C'est ça le mal. Mais quand même, il y a des institutions qui répondent à ces valeurs et également cela se dit tous les jours que Dieu fait. Vous voyez, c'est ça ces institutions dont vous parlez et c'est ça le drame. Dans le temps où nous étions dans des partis où on peut dire de dictature, on sait que ces institutions n'existaient pas. Aujourd'hui, on est dans un système où on donne l'apparence de ces institutions qui existent, mais qui dans les faits ne font pas leur rôle comme il se doit. Quand vous vérifiez même comment fonctionne notre Assemblée nationale, quand vous regardez comment fonctionne la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel, vous vérifiez notre Cour constitutionnelle. Ce sont des situations que nous avons toujours dénoncées. Et regardez ce qui s'est passé lors des dernières élections au niveau de notre CNI. Et vous vous rendez compte qu'en réalité, ce sont des gens qui vous disent le chien aboie, la caravane passe. Ils ne croient pas en ces valeurs. Ils n'y croient pas. Et ce n'est pas surprenant. Oui, mais vous demandez au CAP 2015 depuis un bon moment, il faut opérer les réformes. Alors, réforme constitutionnelle, réforme institutionnelle. Maître, précisément, quelle réforme voulez-vous au niveau de CAP 2015? Mais regardez, cela ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Depuis l'APG, les orientations avaient été données. Bien. Regardez, au niveau donc de la CVJR, le travail qui a été fait, les orientations ont été données. Et notre constitution de 1992 prévoit un certain nombre de règles. Il y a la limitation des mandats.
c'est indispensable. Nul n'est infaillible. Et le Togo appartient à nous tous. Après un certain nombre d'années, il faut pouvoir gérer et partir. Nous avons dit les 2 tours. C'est aussi indispensable. Il faut également le faire. Et au niveau des pouvoirs entre le chef de l'État et le Premier ministre, actuellement, après les modifications qui ont été apportées unilatéralement par le régime, vous vous rendez compte que le Premier ministre pratiquement n'a aucun pouvoir. Et dans quel régime sommes-nous actuellement? Écoutez, difficile à dire. Difficile à dire parce que même sur ce terrain constitutionnel, vous voyez, il y a des débats parce que ça ne répond pas à quelque chose qui soit classique tel qu'on pourrait le dire. Mais le problème pour moi, c'est qu'il faudrait que celui qui répond devant l'Assemblée quand même puisse, bien évidemment, avoir un certain nombre de pouvoirs. Mais aujourd'hui, le président de la République, on ne peut pas l'atteindre, bien évidemment, et pourtant, il nous répond. Et pourtant, c'est lui qui prend toutes les décisions. Personne ne peut l'atteindre, mais c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout dans ce pays, on le sait. Et dans ces conditions, il faudrait peut-être, je crois qu'on a eu ce débat en tout temps, et le moment viendra encore, s'il faudrait donc ce débat, il faut le faire, mais ce n'est pas cela qui, fondamentalement, fait problème au niveau de UNI. Ce n'est pas ce qui fait problème. Ce qui fait problème aujourd'hui, c'est la limitation des mandats. Ils ne veulent pas qu'il y ait limitation de mandats. Et ce n'est pas étonnant. Je ne sais pas, je n'étais pas témoin, mais cela a été rapporté à maintes reprises. Si le chef de l'État puis dit, notre père nous a demandé de ne jamais abandonner le pouvoir, et cela a été dit à maintes reprises sur les antennes, comment voulez-vous qu'une telle personne accepte la limitation des mandats? C'est sa volonté qu'il impose à son parti. Et cela aussi, cette position qu'il a eu à prendre, nous éclaire suffisamment. Moi, je suis heureux parce que les choses commencent à devenir claires. Parce que les gens ont pu penser... Face à la limitation de mandat, le chef de l'État récemment en Allemagne a dit auprès de nos confrères de la Deutsche Welle que c'est une tâche aujourd'hui qui incombe beaucoup plus aux universitaires et aux intellectuels. Et vous faites partie à la société civile. Et à la société civile. Et à la société civile. Voilà. Vous faites partie donc de cette élite à laquelle fait allusion le président de la République. Et comment avez-vous accueilli ce message? D'abord, j'observe qu'il a parlé aussi de la société civile. Mais rappelez-vous, quand nous étions dans le CST, on avait accusé la société civile de prendre position sur des questions politiques. Et aujourd'hui, il se réfère à cette société civile. C'est cette duplicité de son parti, de cette tendance, qui hier disait que la société civile n'avait aucun droit à prendre part aux discussions politiques. Première observation. Deuxième observation, sur cette question de limitation de mandat. Ça fait partie des principes de l'alternance, en quelque sorte. Et nous avons la charte de la démocratie, donc au niveau de l'Union africaine même, qui admet ces principes d'alternance. Et s'il veut se référer aux intellectuels, écoutez, peut-être qu'il donne l'occasion aussi à ces intellectuels de se prononcer. L'intellectuel qui viendrait nous dire que le chef de l'État a le droit de rester au pouvoir et de mourir au pouvoir comme son père, nous l'attendons qu'il vienne nous le dire. Pour nous, c'est une façon, en réalité, de biaiser le débat. Sur ces questions, les positions sont claires. La Constitution de 92 l'avait déjà dit, et c'est une modification unilatérale qui a été faite. C'est l'escroquerie sur un plan politique. On ne peut pas, il n'y a pas d'autre mot pour pouvoir le désigner. C'est l'escroquerie sur le plan politique. Et les autorités morales de notre pays sont revenues sur ces questions. Vous savez, il y a des choses qui devraient donc nous permettre d'apaiser le climat politique. Et regardez, l'alternance permet aussi de vérifier si la gestion a été faite de manière transparente. Peut-être qu'il a peur des comptes de celui qui... C'est indispensable, c'est indispensable. Ça fait partie des principes démocratiques. Ceux qui ont fait 50 ans au pouvoir, un instant, 50 ans au pouvoir, et viennent nous dire aujourd'hui, par exemple, que la santé se porte mal, qui en est responsable? Qui en est responsable? Est-ce qu'ils peuvent me dire que l'éducation se porte mieux? Est-ce qu'ils peuvent nous le dire? La santé va mal. Est-ce qu'ils peuvent dire que l'éducation se porte mieux? Loin s'en faut. Quel est leur bilan? Quel est leur bilan? Oui, mais est-ce que la limitation du mandat doit s'imposer à tout pays africain? Ou bien c'est selon les réalités? Quelles sont ces réalités togolaises qui s'opposent à ce que la limitation de mandat nous soit applicable? Le chef de l'État a parlé des réalités, qu'il dise ces réalités.
ces réalités qui le concernent, qui font que lui ne doit pas quitter le pouvoir. Il dit les réalités, nous attendons parce que on peut dire qu'il n'y a pas de loi universelle. J'attends qu'on me donne cela. Oui, s'il n'y a pas de loi universelle, effectivement, dans ces conditions, il faut mettre en relief les particularités du Togo qui justifieraient qu'il ne puisse pas y avoir une limitation de mandat, qui justifierait qu'il ne puisse pas y avoir des élections à 2 tours. Écoutez, même si on veut défendre le diable, on trouve toujours des arguments. Historiquement, on avait trouvé des arguments, par exemple, pour empêcher les enfants adultérins d'avoir droit à l'héritage. Mais aujourd'hui, on trouve des arguments pour dire que ce qui avait été fait n'était qu'une grossière erreur. Et si le chef de l'État veut se maintenir au pouvoir et veut trouver des gens qui pourront être ses porte-paroles sur le plan des arguments, il les trouvera bien évidemment. Mais nous sommes là et je crois que ces arguments ne vont pas étouffer la détermination. Donc, si on fait appel à un moment donné au professeur Olu de pouvoir apporter sa contribution afin peut-être d'écrire un nouveau texte de la Constitution, vous n'y participerez pas? L'heure n'a pas encore sonné sur cette question, mais disons que les grandes orientations aujourd'hui sont connues de tous. Et s'il faut rédiger une constitution qui soit au service d'un individu, et je crois que ça ne passera pas. S'il faut rédiger une constitution qui réponde à l'aspiration des Togolais, et je crois que dans ces conditions, ceux qui ont rédigé la constitution de 1992, bien évidemment, je ne crois pas qu'ils aient fait un mauvais travail. Ils ont fait un très bon travail et on pourrait bien évidemment retenir l'essentiel également de ces principes. Et au CAP 2015, vous êtes pour la limitation de mandat, mais il sera aussi question, toutefois quand cette limitation sera actée, il sera question aussi de la rétroactivité ou non-rétroactivité de la loi. Est-ce que vous y pensez déjà? Si vous vous souvenez, j'ai pris déjà position sur ces questions. Oui. Et ma position n'a pas varié sur le plan scientifique. Et n'en déplaise à ceux qui peut-être pensent que j'ai une position politique, ma position est totalement scientifique. La question de la rétroactivité, j'ai dit, il faut distinguer clairement la non-rétroactivité de l'application immédiate de la loi. Et je n'ai pas besoin d'y penser encore. Je l'enseigne. D'autres ont pu penser que cela relève peut-être d'autres domaines du droit. Quand vous vérifiez le premier texte qui pose le principe de la non-rétroactivité, le premier texte qui le pose, c'est dans le Code civil. Et nous enseignons cela dans l'introduction à l'étude du droit. Maintenant... En première année? En première année. En première année, l'introduction à l'étude du droit. Donc le principe de la non-rétroactivité et qui peut s'appliquer maintenant dans différents domaines, même dans le domaine de la prescription, le domaine des questions de délai, etc. Il y a la non-rétroactivité et l'application immédiate de la loi. En temps, j'avais dit que je souhaiterais qu'un tel débat peut-être sorte même du terrain politique et qu'on aille strictement sur le terrain scientifique. Peut-être même un débat sur ça entre les juristes et peut-être à l'occasion d'un colloque. Je suis totalement prêt à faire valoir mes positions. Et je crois que ces positions n'ont rien de politique. Et je parle du droit. Voilà. Mesdames et messieurs, notre invité de ce matin, il s'agit du professeur Olu Komi, secrétaire national du Pacte socialiste pour le renouveau PSR, parti membre de CAP 2015. Alors, quand vous sillonnez les coins et recoins, vous apportez les messages aux populations concernant les réformes constitutionnelles et institutionnelles, vous parlez aussi de la décentralisation. Jusqu'à aujourd'hui, la position de CAP 2015 est claire, c'est que le processus est non transparent. Oui. Ou bien à un moment donné, cela a évolué? Non. Vous avez vu comment ce régime s'est comporté. Dans cette question d'élection, disons d'élection locale, où les textes étaient en train d'être revus, non seulement on cache les textes, mais ils n'ont pas informé nous les acteurs politiques, ils ne nous permettent pas d'y avoir accès, et ils avaient entre-temps organisé, ils se sont décidés d'aller organiser, d'informer les gens à Paris, alors qu'ils cachent les choses même aux acteurs togolais. Donc, vous voyez cette ambiguïté totale. Et on ne les comprend pas. C'est tout ce que nous pourrons dire. Nous ne les comprenons pas. Et il faudrait
peut-être une reconversion des mentalités pour qu'ils comprennent que le jeu politique n'est pas forcément fait dans un climat de mauvaise foi et que nous pourrons travailler ensemble et pour que le Togo puisse avancer. Voilà, et le plus souvent on dit quand même que l'opposition radicale ne rassure pas le pouvoir en face. Voilà pourquoi les positions sont braquées de part et d'autre. Dites-nous, comment pourrions-nous rassurer plutôt si qu'on appelle opposition radicale, je ne sais pas si on me met dans cette opposition radicale. Si radical veut dire exiger le respect de la loi, je revendique que je suis radical. Il faut respecter la loi. Et trop de tolérance tue la tolérance. Quand vous tolérez le non-respect de la loi, c'est que bien évidemment, vous sciez tous le bois sur lequel vous êtes assis. Et nous voulons un État démocratique. Nous voulons que les principes de droit soient appliqués. Et le moment venu, si ceux qui sont aujourd'hui sont dans l'opposition, et nous avons le devoir que les principes démocratiques, que les règles de droit leur soient appliquées en toute transparence, en oubliant le passé. Et vous n'allez pas inculquer des valeurs démocratiques à une personne en recourant aux règles non démocratiques. Et moi, je ne sais pas comment on doit les rassurer, mais tout ce que moi je dis, et si un jour, l'opposition prenait le pouvoir et que l'opposition décidait peut-être de poursuivre les gens dans des conditions qui ne soient pas conformes à la loi, mais celui qui sera au pouvoir nous trouvera encore sur son chemin. Parce que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous. Nous le faisons pour nos enfants, pour laisser à nos enfants un pays démocratique qui garantisse les libertés de chacun. Et si nous ne parvenons pas à le faire, cette lutte, si nous y renonçons, nos enfants seront obligés de continuer encore la lutte. Et leurs enfants seront obligés de continuer cette lutte. Ils n'ont rien à redouter. Et il faudrait qu'ils comprennent que nous devons simplement travailler ensemble. Et peut-être s'ils ont quelque chose à redouter, c'est que l'enrichissement illicite, dont certains d'entre eux se sont rendus coupables aujourd'hui, ça va cesser. C'est inévitable. Est-ce qu'on peut amnistier des gens dans ce sens? Cela ne relève pas de mon autorité ou de mon pouvoir. Mais vous savez, même dans le cadre de la réconciliation, la réconciliation et les crimes économiques, ce sont des questions aussi essentielles. Oui. Et on ne peut pas dire dans le cadre d'une réconciliation que les gens ont détourné les sous, bon, vous les laissez dans cette opulence et que la réconciliation se réalise. Je crois qu'au niveau même du document de la CVJR et la doctrine en la matière, c'est que dans le cadre d'une réconciliation également, il faut des réparations. Et dans le cadre de ces réparations, les crimes économiques, on ne les laissera pas comme ça. On ne demande pas de mettre quelqu'un en prison. Mais ce qui a été pris, si cela peut être restitué dans une certaine mesure, il faut que cette restitution soit faite pour que nos hôpitaux ne soient pas dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui s'est passé au Sénégal avec le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Nous allons parler tout de suite donc de ce souhait, de ce vœu émis par Fulbert Sassoua-Tisso, un des responsables du parti Togo Autrement, qui dit il faut aujourd'hui un regroupement, un front thématique qui porte rien que sur l'exigence des réformes avant tout. Ce qui veut dire le front de refus. Et comment avez-vous accueilli cela au niveau donc de CAP 2015? Nous sommes déjà en marche au niveau de CAP 2015. Nous n'avons pas attendu ce front. Nous sommes en train de travailler. Et le CAP 2015 est totalement ouvert. On n'a pas besoin d'une structure formelle pour pouvoir lutter en vue des réformes. Et vous avez vu l'expérience peut-être douloureuse que nous avons très souvent eu à faire relativement à ces structures formelles. Et le CAP 2015 n'est fermé à personne. Et si ceux qui veulent s'associer à cette lutte, c'est toujours ouvert. Nous continuons, nous menons cette lutte sans qu'ils soient obligés d'adhérer au CAP 2015. Et donc, forcément, tout le monde doit faire la marche ou la démarche vers CAP et non CAP puisse aller vers quelqu'un d'autre. Non, écoutez, toutes les démarches sont possibles, mais ce que je voudrais simplement faire observer, quand vous êtes dans une maison qui brûle et que certains se mettent en réalité à éteindre le feu, on n'a pas besoin d'attendre que cela vous invite à venir éteindre le feu.
C'est l'observation que je voudrais faire. Si vous venez pour éteindre le feu et ils vous disent laissez tomber, on ne vous invite pas à venir éteindre le feu, vous en prendrez acte. Et même je considère que les gens responsables ne le diraient pas. Et le CAP 2015 ne s'opposera pas à ce que quelqu'un vienne pour qu'ensemble nous puissions éteindre le feu. Quel est l'objectif de la marche du samedi prochain? On va en parler tout de suite, mais on marque la pause commerciale. Économisons l'énergie électrique en éteignant la lumière électrique chaque fois que nous sortons d'une chambre. Chaque fois que vous éteignez une ampoule, vous gagnez pas moins de temps. C'est toujours à l'écoute de votre radio Victoire FM et notre invité de ce matin, c'est le secrétaire national du PSR, professeur Oulou, qui est avec nous. 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous avez donc ce numéro ou ces numéros pour intervenir dans cette émission pour vos questions à notre invité. Mais professeur, CAP 2015 veut drainer encore les Togolais dans les rues le samedi prochain. Pourquoi faire? J'aime souvent dire que c'est un proverbe de chez moi, que lorsqu'on a encore les poux dans un pagne, il y aura toujours du sang sur les ongles. Cela voudrait dire que tant que les raisons ou bien les objectifs que nous poursuivons ne sont pas atteints, il va falloir continuer. Donc continuer pour obtenir ces réformes. Parce que nous sommes convaincus de deux choses, ou peut-être trois. Les réformes sont indispensables pour notre pays. Deuxième élément, ça ne peut pas venir de l'extérieur. Ça ne peut venir que des Togolais. Et si ça doit venir des Togolais, nous n'avons pas opté pour une lutte armée. Nous ne pouvons compter que sur la population. La pression populaire. La pression populaire. La pression populaire. Troisième élément, et ça rejoint ce deuxième élément, les pressions extérieures ne peuvent venir que en appoint, en quelque sorte. Ça ne peut pas être l'élément déterminant pour qu'il y ait changement dans notre pays. Un peuple ne lutte pas en faveur d'un autre peuple pour que ça réussisse. Il faut que le peuple concerné soit lui-même suffisamment engagé et ensuite on verra. Oui, mais certains vous conseillent également d'introduire une nouvelle proposition de loi à l'Assemblée nationale, peut-être avec un moratoire ou bien un délai fixé au gouvernement et au même moment continuer la pression populaire, la pression de la rue. Écoutez, les réflexions peuvent se poursuivre, mais est-il que il y a déjà eu des initiatives dans ce sens? Nous sommes face à un régime en réalité qui ne comprend pas. Et quand il ne comprend pas, il faut que cette pression continue et il atteindra, je crois, à un moment donné, le seuil nécessaire qui les amènera à bouger. Oui, mais quoi qu'on dise, les réformes, ce sera toujours à l'Assemblée nationale, mais on va revenir tout de suite avec vous. Monsieur Gado, bonjour. Bonjour, Jacques. Oui, comment allez-vous? Professeur, bonjour. Bonjour. Bon, voilà un journaliste, précisément à l'Élysée, qui disait que si on a les réformes, ça ne va pas donner trois réformes togolais. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Moi, je dis non. Même si le Togo n'arrive pas à avoir trois repas, le pays peut avoir trois repas à l'étranger. Les investisseurs vont venir dire que à sa bouche, ils vont investir. D'autre part, un pays sans limitation de mandat, aujourd'hui, c'est comme une dictature atomique, c'est-à-dire une dictature atomique envers son peuple. Monsieur, bonne journée. Merci beaucoup. Nous allons prendre Maurice. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Le professeur disait tantôt que si on l'invite pour écrire une constitution qui tient compte des aspirations du peuple, il sera. Je voudrais savoir si le PSR a été invité par le H-Krum pour le séminaire qui va venir en juillet, et si oui, le PSR sera là ou pas. Ok. Il vous répondra dans un instant. 22 21 80 99 92 02 80 63. Kodjo, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur. Oui, lorsque vous avez créé le CSC en 2013, beaucoup de personnes vous ont critiqué et même le CAR avait dit que leur coalition était la meilleure puisqu'il est composé seulement que des hommes politiques. Aujourd'hui, ces mêmes membres du CAR viennent nous dire qu'il faut un mouvement citoyen à laquelle de la tête se trouverait un membre de la société civile. Comment comprendre cette attitude au niveau des membres du CAR? D'accord. Monsieur Maglo, bonjour. Allô, bonjour, Joachim. Oui. Bonjour, professeur Wolo. Bonjour, monsieur. Tout à l'heure,
répondant à une question de Jacé qui vous demandait de vous prononcer sur l'appel fait par Sylvain Rapisso de faire une structure, de diriger une structure informelle pour faire face à la réclamation des réformes. Vous répondiez que vous appeliez tout le monde, que la porte de CAP 2015 est ouverte à tout le monde. Or, ces propos sont généralement attribués à l'ANSE, plus précisément à Jean-Pierre Favre. Est-ce à dire que vous partagez totalement ce point de vue dans votre parti? Voilà. D'accord. Nous allons prendre Monsieur Albert. Bonjour, Albert. Bonjour, monsieur. Oui. C'est Albert de Kakaveli. D'accord, nous vous écoutons, Albert. Vraiment bonne émission. Merci beaucoup. Seulement, moi, j'ai un point à soulever. À toutes mes interventions, je le dis, je le répète, c'est comme si les hommes n'ont pas la crainte de Dieu. Je dis bien, les hommes n'ont pas la crainte de Dieu. Les hommes pensent seulement à leurs intérêts et ils viennent nous dire ce qu'ils pensent sur les antennes. Je fais allusion à votre émission de vendredi. Là, s'il vous plaît, nous sommes avec professeur Oulou ce matin, s'il vous plaît. C'est dans le même contexte. C'est pour dire que quand c'est blanc, il faut nous dire que c'est blanc. Quand c'est noir, il faut nous dire que c'est noir. Et il appartient au peuple de décider. Quand les hommes pensent que les autres mangent, que tout le peuple mange 3 repas par jour, comment vous trouvez ça? Comment vous trouvez ça? Monsieur Joachim, je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée, Albert. 22 21 80 99 92 02 80 63. Allô? 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 Oui, Borel. Borel, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur. Mon professeur, j'ai la fierté de vous entendre parler. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, ma question, que dites-vous, monsieur Olo, de la caducité assidûment défendue par le régime RPT et par certains journalistes que j'ai la fierté accidentellement mouillée d'entendre sur les médias? Sinon, aujourd'hui, on parle de ceux qui sont morts, qui avaient signé l'APG. On parle de ceux qui, enfin de tout ça, ceux-là qui n'existent plus, qui avaient signé cet accord. La Bible aujourd'hui qui reste un document d'usage pratique, d'actualité, ceux qui sont intervenus sont très loin de la vie. Alors que dites-vous de cela? Merci. D'accord. Et bonne journée. Joseph, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, Joseph. Ok, je veux remercier d'abord le professeur pour son intervention. Moi, j'ai quelque chose qui me trouble depuis. Je voulais savoir si un jour, Madame Awanana peut dire au peuple togolais ce qui s'est passé en 1998. Parce qu'on avait une occasion en or qui est attenante dans ce pays, mais ce n'était pas fait. Elle a démissionné. Est-ce qu'elle a été reçue par ce VGR? Et est-ce que peut avoir la main sur la conscience un jour dire ce qui s'est réellement passé au peuple togolais? D'accord. Ok. Le dernier intervenant, nous allons prendre maintenant. Il s'agit de Lawson. Monsieur Lawson? Oui, bonjour Radio Victoire. Oui, bonjour à votre illustre invité. Merci beaucoup. Bonjour, parce monsieur que je le félicite pour la pertinence de son analyse. Merci beaucoup. Et de son engagement. Bon, alors, je voulais demander, professeur, oui. Est-ce que les réformes, c'est-à-dire les 2 tours et la limitation des mandats, les 8 non demandés par les partis politiques, ou bien c'est pour que le peuple togolais retrouve sa souveraineté en lui spoliée par le système en place, pour le libre choix de ceux qui vont s'occuper de ces affaires? Je voudrais parler de la transparence, de l'équitabilité et de la justesse des élections. D'accord. Merci à vous tous qui nous avez appelés. Professeur, vous avez eu à écouter le dernier intervenant. Il parle des réformes. Alors, votre élément de réponse?
Oui, si j'ai bien suivi, l'intérêt de la limitation de mandat, c'est ce qu'il a dit, l'intérêt de la limitation de mandat et des deux tours. Et des deux tours, voilà. limitation de mandat. Et ces réformes à elles seules ne règlent pas tous nos problèmes, mais l'intérêt paraît évident. D'abord, la limitation de mandat permet de réaliser l'alternance. Et en réalité, l'alternance en soi aussi est une valeur. Lorsque nous avons la même personne qui continue, d'abord, il s'essouffle. Deuxième élément, dans le contexte de nos pays où le contrôle n'est pas très efficace, c'est le fait de passer, de laisser la main, qu'on pourrait mieux voir ce qui a été fait, comment les choses ont été bien gérées. Et la perspective de pouvoir quitter le pouvoir vous rappelle à chaque instant que je dois rendre des comptes. Par conséquent, il faut bien gérer. Il arrive que les gens disent que c'est parce qu'on poursuit ceux qui ont quitté le pouvoir qui n'aiment pas quitter le pouvoir. Non. On les poursuit pour qu'ils sachent que quand je suis au pouvoir au nom du peuple et je dois gérer dans l'intérêt du peuple parce que je dois rendre compte un jour. Deuxième réforme, sur le deuxième tour, ça permet que le candidat qui sera élu ait une large adhésion populaire. Le cas du Bénin, si on n'avait qu'un seul tour, le Lionel Zinsou serait élu, je crois, à 34%. Alors que près de 60% des Béninois ne souhaitent pas qu'il soit leur président. Vous avez vu l'intérêt du second tour. Voilà. Il y a eu près de 65 contre, je crois, 30 et quelques encore. Voyez, c'est ça l'intérêt. Zinsou serait élu alors que 64%, 65% des Béninois ne souhaiteraient pas qu'il soit leur président. Quand vous êtes un président mal aimé, je crois que c'est déjà un obstacle. Voilà. Est-ce que le PSR est invité à l'atelier du H-Crown? Oui, nous avons été invités. Mais vous savez, sur cette question, je voudrais faire deux observations. D'abord, à l'endroit même de ceux qui dirigent le H-Crown, pour leur dire d'éviter qu'on qu'on les instrumentalise à d'autres fins. Pourquoi je le dis ainsi? Les réflexions sur les modifications et institutionnelles et constitutionnelles, regardez toutes les structures qu'il y a eu encore dans ce pays, qu'il y a déjà eu dans ce pays, et qui ont fait des propositions qui n'ont jamais abouti. Au même moment que le H-Crown est en train de nous inviter encore à ce dialogue sur les réformes, le président de la République, lui, lance un appel aux universitaires. Il lance un appel à la société civile. En parallèle à Parallèlement, c'est ce qu'il est en train de faire. Peut-être il faisait allusion au même H-Crown. Je ne suis pas sûr. Si tel est le cas, je ne crois pas qu'il aurait dit autrement. Cela voudrait dire qu'on est en train de nous embarquer dans un système pour pouvoir empêcher les réformes, pour dire soit il n'y a pas compromis, ou pour dire peut-être que on veut noyer la position qui a été clairement déjà exprimée et dans un mouvement nébuleux, et de sorte qu'on ne sache même pas ce qu'il convient de faire. Oui, mais si le H-Crown a des missions nobles. Nous avons aujourd'hui des questions qui se rapportent à la réparation. Nous avons des questions qui se rapportent je crois à la réconciliation. Regardez, on aurait dû même faire les réformes, parce que le H-Crown avait même été prévu également dans le cadre des accords. Donc on aurait dû même faire les réformes avant même que le H-Crown ne naisse. Cela voudrait dire que les réformes ne sont pas, à proprement parler, l'objectif primordial du H-Crown. Et nous les respectons, mais nous leur demandons de faire extrêmement Mais si tel est le cas, les conclusions des travaux du H-Crown, ce serait du travail vain ou bien quelque chose à volo? Dans tous les cas, si ça correspond à l'aspiration donc du chef de l'État, ça passera. Si ça ne correspond pas à ses aspirations, il mettra en place encore une autre structure pour réfléchir. Mais la caducité de l'APG, professeur, vous êtes juriste de haut niveau. Quand est-ce qu'intervient la caducité? Est-ce que l'accord politique global est caduque? Écoutez, je ne veux pas aller dans des explications très techniques. On parle souvent de caducité lorsque dans un acte juridique, un élément essentiel qui, s'il était absent au moment de la formation de l'acte, serait nul. Donc cet élément disparaît postérieurement à la formation de l'acte. Les gens ont estimé que les signataires n'existent plus, donc l'accord ne devrait pas exister. C'est vrai que parfois en droit, il en est ainsi. Il en est ainsi lorsque vous êtes en présence d'un accord, on dit institut personné.
Un accord qui engage tout le Togo ne peut pas être un accord intitulé personnel. Ceux qui ont mal fait leurs droits, je les renvoie à aller et vérifier donc leur truc. Un accord qui concerne la nation togolaise, le peuple togolais, ne peut pas être un accord caduc. Et ce n'est pas tout. Les gens ne nous disent pas qu'ils ont fait des réformes totalement. Ils disent que les réformes sont caduques. Vous avez fait des analyses. Vous vous êtes rendu compte que les réformes sont nécessaires. Mais on n'a pas pu les faire. Mais on estime que c'est caduc. Est-ce que ce n'est pas contre le bon sens même? Sachant que cela est nécessaire, si ce n'était pas le cas, pourquoi on l'avait retenu? Et on ne l'a pas fait. Vous estimez que c'est quand même caduc, quand bien même on ne l'a pas fait. Mais c'est quand même étonnant. C'est étonnant de déterminer, d'identifier ce qui est nécessaire. On ne l'a pas fait. Oui, mais on évoquait, certains évoquent les accords n'engagent que leurs signataires. Si les gens ont eu à le dire dans d'autres contextes, je n'en sais rien. Mais je vous dis pour le cas d'espèce, ça engage l'État du Togo. C'est un accord qui a été fait dans le cadre togolais, donc qui concerne donc l'État togolais. Et les partenaires ne le font pas pour eux. Retenez cela. Les acteurs politiques ne font pas ces réformes pour eux, mais ils le font au nom et pour le peuple togolais. Et on ne peut pas me dire dans ces conditions que ces acteurs ne sont pas là. Les réformes nécessaires n'ont pas été exécutées et cela devient caduc. Et écoutez-moi, parfois je me pose des questions. Je me pose des questions. Est-ce que la mauvaise foi peut aller jusqu'à ce niveau? Ou qu'est-ce qui est à l'origine de ces comportements? Pourtant, nous n'avons tous qu'un seul pays et que nous avons l'obligation de tout faire pour que cela marche. Pourquoi serons-nous obligés de nous mettre au service des intérêts partisans pour tenir des propos contre-productifs pour notre pays? Moi, ça me gêne. Heureusement, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais maître, la marche de samedi commencera par où pour finir où? La marche va commencer à Begakoto et nous passerons toujours par l'immeuble Fiata, donc le verre Fouetouani, immeuble Fiata, et nous allons terminer au-dessus le terrain d'Akassime, donc en passant par la Fontaine Lumineuse et la Banque Populaire. Voilà. Et qui est attendu donc à cette marche? Tous les Togolais sont attendus à cette marche. Voilà, merci. Oui, il y a certaines questions, oui, bien sûr. Quelqu'un dit, est-ce que vous partagez voilà, la position de CAP 2015? Disons, quand on dit quelque chose au nom de CAP 2015, ça engage le plus souvent les gens voient derrière l'ANC. Est-ce que cela voudrait dire vous partagez entièrement? Nous faisons régulièrement des réunions. Et ces questions sont débattues souvent entre nous, avant ces prises de position. Et parfois, je vous le dis, il y a des positions qui sont prises officiellement, ouvertement, et qui ont été initiées par le PSR. Donc, il faut retenir cela. Et on ne peut pas me dire que, de manière absolue, que je puisse partager les opinions de Jean-Pierre Fabre. Même une même personne, en soi, peut remettre en cause ce qu'il a pensé hier. Oui. Et dans ces conditions, on ne peut pas me permettre de me demander de partager. Je ne partage pas toutes ces idées. Nous échangeons et nous aboutissons à des compromis. Votre mot de fin? Une fois encore, c'est de dire au peuple togolais que Dieu nous a donné les moyens, Dieu nous assiste, mais il faudrait que nous puissions faire notre part de responsabilité. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.